Donc la réforme territoriale, c'est d'abord l'idée de renforcer les régions. Vous l'avez vu, le nombre des régions va passer à 13 au 1er janvier 2016, et nous sommes particulièrement concernés dans notre région, puisque l'Aquitaine va fusionner avec le Limousin et Poitou-Charentes. Et inutile de vous dire que ce soit du côté du conseil régional ou du côté des conseils régionaux ou du côté des préfectures de région, en ce moment, ça travaille beaucoup pour effectivement voir comment vont s'organiser ces nouvelles grandes régions. Mais en même temps, et c'est peut-être l'enthousiasme que j'essaierai de vous faire passer, je trouve que dans toutes les réunions que j'ai pu avoir avec le préfet de région d'Aquitaine, qui est le préfet préfigurateur, montre à quel point on peut trouver des dénominateurs communs et des raisons de penser qu'un territoire plus large va pouvoir avoir une taille critique par rapport notamment aux autres régions des pays européens. Alors après, effectivement, la région, les départements, vous savez, ils ont été prévus à un moment de les supprimer, et puis je crois que les élus, notamment des départements ruraux, ont vraiment appelé l'attention du gouvernement sur les difficultés qui risquaient d'advenir si ces départements étaient supprimés d'une manière trop brutale, en tout cas dans les régions les plus rurales. Il n'empêche que le gouvernement a souhaité faire monter en puissance les communautés de communes, estimant que c'était un échelon dont l'avenir était extrêmement important pour assurer ce service de proximité que les usagers, les citoyens sont en droit d'attendre. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est vrai dans beaucoup de départements de France, mais c'est très vrai dans les Nantes, on a des communautés de communes qui n'ont en effet pas la taille critique quand on est en dessous d'une population de 5000 habitants, malgré tout l'enthousiasme que les élus peuvent avoir. C'est quand même compliqué d'avoir la masse critique, les financements, surtout dans une période où on doit tous faire des économies pour envisager des projets d'envergure qui nécessitent, parce qu'il y a l'investissement, souvent l'idée, et après, il y a le fonctionnement. Vous le savez. Donc voilà, la loi NOTRe, c'est cette loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République qui a été promulguée le 7 août dernier, et c'est cette loi qui fixe les nouvelles conditions de cette intercommunalité, notamment, et sur lequel je vais vous donner quelques éléments, même si maintenant vous commencez à la connaître, je pense, parfaitement. La première chose qu'effectivement la loi NOTRe nous dit, c'est qu'il faut qu'on adopte un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale avant le 31 mars 2016. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réuni vendredi dernier les membres de la CDCI, qui est la Commission départementale de coopération intercommunale, pour voir comment effectivement on pouvait travailler ensemble pour mettre en place ce nouveau schéma départemental de coopération intercommunale qui effectivement doit répondre à un certain nombre de conditions qui, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, sont liées à une montée en puissance de ces communautés de communes et donc un accroissement des seuils de population obligatoires. Au départ, vous le savez, le projet de loi prévoyait que le seuil de population devait être de 20 000 habitants. En réalité, il a été baissé à 15 000, sans doute pour tenir compte notamment des départements peu peuplés, ce qui est le cas dans certains territoires des Landes d'ailleurs,
où la densité démographique est si faible que parvenir à 20 000 habitants, c'est englober des territoires extrêmement larges. Et donc, c'est ce seuil de 15 000 qui a finalement été retenu, et c'est la règle de droit commun. Mais, au-delà de cette règle de droit commun, un certain nombre d'adaptations ont été prévues qui permettent effectivement à certaines communautés de communes d'échapper à ce seuil des 15 000 habitants en raison, comme je vous le disais, de la densité démographique de leur territoire. Alors là, le premier, ce qui fait qu'en fait il y a trois seuils. Ce premier à 15 000, ensuite un seuil à 5 000, donc qui est le plus bas. Personne ne peut être en dessous de 5 000 dès lors que la communauté de communes a une densité démographique qui est inférieure à 30% de la densité démographique nationale. Et puis, le troisième seuil qui fait que dans les Landes, on a ce seuil de 6172 habitants de mémoire. Il est calculé, là aussi en fonction de la densité démographique, en regardant, la première chose, c'est si le département a une densité démographique inférieure à 50% de la démographie nationale, de la densité démographique nationale, et à partir de ce calcul, on détermine si effectivement les communautés de communes se trouvent dans un département qui a une densité démographique inférieure à la moitié de la densité démographique nationale. Donc le département des Landes a une densité de 42,5 habitants au kilomètre carré, et la moitié de la densité nationale est de 51,5 habitants au kilomètre carré, ce qui fait qu'en effet les Landes ont bien une densité moyenne inférieure à la densité, à la moitié de la densité nationale. Et dans ce cas-là, il y a une règle de 3 qui s'opère, 15 000 habitants multipliés par un ratio densité départementale sur densité nationale, et ça donne le seuil de 6172 ou 16, je vais le retrouver pour vous donner quand même de manière exacte, j'ai un doute, c'est 6165 habitants. Donc, maintenant, dans les Landes, on aura soit effectivement des communautés de communes qui seront au moins 15 000 habitants, soit des communautés de communes qui seront au moins à 5 000 habitants, soit des communautés de communes qui seront à 6 165 habitants. Alors, parmi celles qui doivent être à 15 000 habitants et qui aujourd'hui ne les atteignent pas, on a deux communautés de communes, c'est celle du canton de Montfort, qui aujourd'hui a 12 044 habitants et qui a une densité démographique supérieure à la moitié de la densité nationale. Donc le canton de Montfort ne peut pas, la communauté de communes du canton de Montfort ne peut pas échapper au seuil de 15 000 habitants. Donc ça veut dire que cette communauté de communes devra fusionner avec d'autres communautés de communes. On a également la communauté de communes du Pays d'Or, qui aujourd'hui fait 14 253 habitants, et une densité démographique supérieure à la moitié de la densité nationale. Et là, donc, cette communauté doit également fusionner. Ensuite, on a les communautés de communes qui doivent effectivement atteindre ce seuil de 6 165 habitants. C'est le cas de la communauté de communes du canton de Mugron, qui aujourd'hui est à 5 766 habitants et qui a une densité démographique de 42,8 habitants, qui est donc concernée par ce seuil. Et les deux dernières, elles, ont une densité démographique inférieure à 30% de la densité nationale. C'est le cas de la communauté de communes du Tursan, qui a 4 568 habitants, qui doit passer à 5 000, et la communauté de communes du canton de Pissos,
Alors elle, qui est à 3764 habitants, qui n'a une densité au kilomètre carré qui n'est que de 9,3 habitants, et qui doit effectivement arriver jusqu'à 5000 habitants. Alors, vous allez me dire, pourquoi la communauté de communes du Cap de Gascogne? Bien, tout simplement parce que il a fallu regarder pour ces communautés de communes qui doivent effectivement fusionner pour atteindre les seuils dont je vous ai parlé, il a fallu regarder quels étaient les voisins avec lesquels il était possible de fusionner, sachant, quand je parle de voisins, on est toujours dans ces règles que vous connaissez parfaitement, de continuité territoriale. On ne peut pas, la communauté de communes du Tursan ne peut pas aller fusionner avec la communauté de communes du canton de Pissos. Donc c'est bien normal. Donc effectivement, les communautés de communes concernées par ces fusions, elles doivent se retourner vers leurs voisins pour voir quelles sont les possibilités de fusion. Et puis on demande au préfet, effectivement, de travailler avec les élus et de partir sur un projet de schéma. Vendredi, donc j'ai présenté un projet de schéma que je vais vous donner tout de suite. Mais je voulais peut-être avant dire qu'effectivement, une des critiques mais complètement justifiée qui m'a été faite, c'est effectivement ce manque de concertation, d'où ma présence d'ailleurs aujourd'hui. Encore une fois, l'exercice, il est extrêmement contraint dans le temps, et c'est vrai qu'il ne rend pas très facile des exercices de concertation longs, et il faut bien reconnaître que lorsque je suis arrivé en juillet, je me suis mis immédiatement au travail. Je suis allé immédiatement voir les communautés de communes concernées, mais j'ai manqué de temps pour voir vraiment tous les élus. Et on va continuer à travailler, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'au-delà donc de ce calendrier qui nous oblige à adopter le schéma avant donc, le 31 mars 2016, comme je vous l'indiquais, il y a deux autres dates impératives. Celle du 15 juin, qui doit, date à laquelle on doit avoir arrêté l'arrêté de périmètre. Et dernière date, c'est le 31 décembre 2016, puisque le 1er janvier 2017, eh bien, les fusions des communautés de communes doivent être réalisées et mises en œuvre. Alors, évidemment, on est quand même sur des calendriers très très contraints, et c'est vrai que quand on me reproche le fait que j'aille un peu vite, j'en suis consciente, mais moi j'ai été quand même surprise que les élus n'aient pas un peu plus travaillé à d'éventuelles possibilités de fusion, parce que c'est vrai que le projet de loi nôtre, ça fait quand même presque 2 ans qu'il est sur la table, qu'on annonce un seuil de 20 000 habitants, alors on savait qu'il y aurait vraisemblablement des amendements, que les choses évolueraient, mais on savait que c'était quand même à la marge. Et donc, c'est vrai que ces réflexions, on va les mener ensemble maintenant, mais on va les mener un peu rapidement, parce que une fois qu'on aura effectivement adopté un schéma, la deuxième phase consiste effectivement à organiser les transferts dans le cadre des fusions. C'est une phase, pour ceux qui ont déjà vécu des fusions, qui est quand même complexe malgré tout. Donc il ne faut vraiment pas qu'on perde de temps. Ce que j'ai proposé aux élus de la CDCI, c'est qu'on organise dès lundi prochain des groupes de travail avec bien sûr les présidents de communautés de communes concernées, en essayant de faire quand même des groupes de travail restreints. C'est ce que j'ai demandé aux élus, parce que
dans la technique, malgré tout, même si je ne suis pas naïf sur le fait que il y a un sujet politique, mais on doit aborder l'exercice avec tous les aspects juridiques, financiers, fiscaux, et donc je crois que des groupes de travail relativement restreints, par exemple, communauté de communes, bien évidemment, avec qui ils le souhaitent, mais pas trop nombreux. Et puis, j'indiquais que ça serait bien qu'on ait également les DGS, ou en tout cas les administratifs compétents, pour venir aussi en appui, effectivement, de cet exercice. Sachant que, côté État, on sera présent à vos côtés, présent quand vous le souhaitez, absent quand vous le souhaitez aussi, parce que c'est quand même votre exercice. C'est-à-dire que ces groupes de travail qui vont se mettre en place dès lundi, à part pour les communautés de communes de Toulon et du Pays d'Or qui feront l'exercice le lendemain, donc les 4 groupes de travail qui correspondent aux 4 territoires pour lesquels je propose les fusions, donc se réuniront à la préfecture toute la journée. C'est une sorte de séminaire et donc j'espère que le travail sera efficace et quand il est difficile, on fera des réunions de ces groupes de travail. S'il est plus facile, on pourra passer plus vite à l'étape suivante. Alors le schéma, moi ce que j'ai proposé, en indiquant bien que c'était un pré-schéma et qu'il fallait effectivement peser les avantages et les inconvénients, mais j'ai voulu en tout cas que ça soit un pré-schéma qui soit totalement en phase avec les obligations des communautés de communes qui doivent effectivement avoir rehaussé leur seuil de population, parce que j'estimais que pour un schéma qui devait être adopté en mars, on ne pouvait pas refaire tout un travail qui a déjà d'ailleurs été fait, parce que bon, vous aviez en 2011 adopté un schéma, donc je ne souhaitais pas qu'on reparte sur des réflexions sur la totalité des territoires, et donc ce que je propose, compte tenu de nos délais, c'est de vraiment travailler autour des communautés de communes qui doivent fusionner. 5 doivent fusionner, on a 5 groupes de travail. Alors, pour la communauté de communes du Pays d'Or, donc qui doit fusionner, je propose qu'elle travaille avec la communauté de communes de Pouillon pour effectivement aboutir donc à une fusion. S'agissant de Montfort et de Hubron, je propose qu'ils doivent toutes les deux fusionner, je propose qu'elles travaillent avec les coteaux et vallées de l'Euse. Pour le Tursan, je propose donc qu'elle travaille avec votre communauté commune, donc du Cap de Gascogne, et celle d'Agetmo. Enfin, il nous reste Pissos, et là, effectivement, on a proposé 2 scénarios, parce que je voyais que les élus étaient hésitants, et je pense qu'on s'oriente plus sur un scénario que sur un autre, soit effectivement un rapprochement du canton de Pissos avec la communauté de communes des Grands Lacs, soit avec les communautés de communes de la Haute-Lande et du Pays d'Albret qui elles-mêmes sont en cours de réflexion, enfin pas forcément, elles n'ont pas forcément à avoir le même rythme que pour les communautés de communes obligatoires, puisqu'effectivement elles ne sont pas concernées par la loi NOTRe. Donc voilà, il y a un peu une double réflexion sur ce territoire. Voilà ce que je pouvais dire. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et encore une fois, c'est vrai que l'exercice se fait de manière un peu bousculée, mais on n'a pas le choix compte tenu de ce que la loi nous impose, sachant qu'effectivement, si
on n'a pas fait l'exercice au 31 décembre 2016, on va se retrouver avec 5 communautés de communes qui n'auront plus de légitimité de base légale. Je rends le micro au président. Non, je ne vais pas le garder. On va plutôt laisser la parole à chacun qui se poser des questions qui s'intéressent. Donc, Alexandre. Oui, le préfet, simplement, je voudrais que vous puissiez nous développer les éléments qui ont étayé votre proposition en ce qui concerne bien sûr le Cap de Gascogne. Alors encore une fois, c'est relativement basique. D'abord, le fait que vous ayez une continuité territoriale avec la communauté de communes de Tursan plus Agetmo. Et deuxième raison, il me semblait que, quitte à faire des fusions de communautés de communes, c'était assez intéressant de faire en sorte d'aboutir à un seuil qui soit proche des 20 000, ou au moins à ce niveau, parce que moi je suis convaincu qu'il y aura une autre étape sur ces seuils de population, et que faire cet exercice qui est quand même très complexe pour arriver à des communautés de communes dont l'importance en termes de population serait un peu améliorée, mais sans plus, ça n'a pas de sens. D'où l'intérêt de prendre effectivement ces 3 communautés de communes pour travailler et voir en quoi, parce que c'est vrai que l'exercice paraît un peu technocratique quand on le regarde comme ça, mais c'est aussi maintenant à vous, avec les autres communautés de communes, de regarder mais quel projet commun, quelle destinée commune on pourrait avoir, qu'est-ce que ça va donner en termes de dotation, en termes de fiscalité, et voir quels horizons ça vous ouvre. Et donc l'idée, c'est d'essayer de partir dans une démarche enthousiaste, parce que des beaux projets qui sont conformes aux exigences, je dirais maintenant, des usagers, ça n'est quand même qu'avec, encore une fois, une certaine taille critique que vous pouvez les mettre en place et surtout les faire fonctionner. Et quand on connaît un petit peu la région, on voit que la communauté de Tursan, qui pour habitude a plus d'affinité avec Air-sur-Adour et qui a quand même des frontières communes avec Air-sur-Adour, dans le territoire rapproché à la communauté de communes du Cap de Gascogne. Alors, un mariage d'amour, c'est déjà bien. Un mariage de raison, c'est plus compliqué, mais des mariages forcés, ça va être difficile. Alors justement, mon objectif, c'est pas du tout que ça soit un mariage forcé, de raison peut-être, mais pas forcé. Vous parlez d'Air-sur-l'Adour, oui, certes, le Tursan est voisin d'Air-sur-l'Adour. Alors, il faut quand même voir que Air-sur-l'Adour vient de fusionner, en tout cas il n'y a pas très longtemps, et que ils sont encore dans cette phase de stabilité avec une communauté de communes qui est à la fois interdépartementale et interrégionale. Donc il m'a semblé que c'était plus raisonnable de partir sur effectivement d'abord la communauté de communes d'Agetmo, parce qu'elle est vraiment là aussi très en deçà d'un seuil de population qui me paraît raisonnable. Et c'est le cas aussi de Cap de Gascogne. Cap de Gascogne, 11 000 habitants, Agetmo, 9 800. C'était l'occasion effectivement de faire une communauté de communes puissante. C'est l'occasion pour moi. Continue. Est-ce que vous avez la position, ou est-ce que vous connaissez la position du futur mari obligatoire? Quand c'est
divorcer, on ne demande même pas la position, hein, mais bon, puisque madame indique que c'est un mariage officiel. Alors, pour l'instant, et c'est tout le rôle du préfet, hein, je ne pouvais pas partir en vous disant, eh bien, faites ce schéma parce que nous n'y serions jamais parvenus. Il fallait que, après, bien évidemment, avoir pris un certain nombre de contacts, encore une fois, pas suffisamment. Hein, c'est vrai que j'ai été confronté à un double inconvénient. Hein, je venais d'arriver, la loi est sortie, mais j'ai pas attendu la loi, hein, mais est sortie un mois après mon arrivée. Donc c'est vrai que ce n'était pas forcément une position très confortable. Donc j'ai essayé de travailler vraiment avec les services, parce que merci, si le préfet est nouveau, ces services sont là pour l'appuyer. Et j'ai pensé, et je crois que c'est le cas de beaucoup de préfets, qu'on ne pourrait pas travailler si je ne donnais pas un top départ avec une base. Madame le préfet, je vais être amené à exprimer de nouveau des griefs que j'ai évoqués lors de la CDCI de vendredi dernier. Moi, je voudrais tout d'abord vous dire que le document qui nous est remis est quand même très intéressant et qu'il y a dedans des cartes qui, à mon sens, contiennent des éléments qui doivent être pris en compte. Premier élément, c'est un détail, mais il n'y a pas de continuité territoriale entre le Cap de Gascogne et le Pur-sang. Par contre, nous en avons eu dans les Coulourons, il y a quelque chose d'assez particulier à avoir le Pur-sang qui est à la moitié de ses frontières avec R, où l'option d'R n'est même pas proposée, et que nous qui n'avons pas de frontières avec eux, nous voyons les rejoindre. Mais ça, c'est anecdotique. La carte qui me paraît plus intéressante, c'est celle sur les relations de vie, les liens du quotidien. Alors, il y a dedans les espaces vécus, les déplacements de domicile-travail. Cette carte-là, à mon sens, a deux éléments qui sont tout à fait éclairants. Le premier, c'est que nous avons 3 communes dans cette carte selon l'INSEE, qui sont Oris, Omoko et Bamako, qui sont au sens de l'INSEE membres du périmètre et de l'aire urbaine de Mont-de-Marsan. La deuxième chose, c'est que si on regarde les liens domicile-travail, on s'aperçoit qu'un des axes les plus parcourus du département est celui qui rejoint Saint-Sevé à Mont-de-Marsan. Et ces éléments-là viennent corroborer ce qui avait été mis en évidence lors du schéma d'aménagement communautaire que nous avons validé en décembre dernier, où la moitié de la population de notre communauté des communes travaille sur l'agglomération montoise. Si on prend une carte qui est un peu plus haut dans votre document qui nous avait été présenté également à la région, qui est celle du professeur Delco, universitaire renommé sur Bordeaux, qui montre les aires urbaines à l'échelon de la nouvelle grande région. On s'aperçoit qu'à cet échelon-là, qu'est-ce qui structure la future grande région? C'est des agglomérations. Et c'est d'ailleurs une crainte pour beaucoup des petites communes qui sont les nôtres, c'est que en dehors des agglomérations, on ait peur de ne pas exister. Mais c'est un phénomène à ne pas nier, qu'au fond, il y a des espaces de vie qui existent, qui sont structurés autour de villes moyennes. Et dans cette carte-là, on voit même que Saint-Sevé est intégré à l'agglomération, à l'aire d'influence de Mont-de-Marsan. Et donc, de la même manière que pour Pissos, vous avez émis 2 options. Une qui fusionne 3 cantons de la Haute-Hollande pour faire un espace sociologiquement et je dirais démographiquement qui a une homogénéité de la Haute-Hollande. Et une deuxième option qui verrait Pissos se rattacher à une aire dynamique du côté de Biscarrosse-Parentis. Je suis très surpris
que dans la réflexion que vous nous proposez, vous ne mettiez pas dans notre territoire dans différentes options. À mon avis, j'en vois 3, qui auraient été tout à fait plausibles. Nous avons fait un choix en bureau communautaire qui est de dire nous semble naturel à terme de fusionner. Nous ne sommes pas contre une logique de fusion. Mais je pense que l'option avec Agelmo est une option naturelle, d'y joindre une pourcent qui est notre obligation de fusionner, pourquoi pas. Mais il y aurait une deuxième option qui me semble tout aussi naturelle, qui est celle de rejoindre l'agglomération de Marsan. Et je trouverais logique, si du moins la démarche qui est la vôtre est vraiment une démarche d'analyse, d'association des élus, que cette deuxième option nous soit proposée avec la même légitimité que la seconde. Il pourrait même y en avoir une troisième. Nous vivons les phénomènes de périurbanité, de proximité de l'agglomération de Marsan de la même manière que le pays grenadiois, qui est soumis comme nous à des dépassements quotidiens de ses habitants. On pourrait même envisager, nous avions il y a quelques années fait une OPH avec eux, de fusionner temporairement avec eux, même si ça ne semble pas le plus logique au regard des 2 premières options. Et si nous avions à trancher entre ces 2 options, ça m'amène en conclusion à se poser la question, quel est le but de ces fusions? Qu'est-ce que nous recherchons? À mon avis, la première des choses qu'il faut rechercher, c'est d'améliorer les services que nous pouvons offrir à la population de notre territoire. Et donc, ça nous oblige à réfléchir à organiser des services publics sur des territoires ayant les mêmes contraintes. Et donc, ça nous amène à réfléchir en bassin de vie. Et le bassin de vie, à mon sens, si nous avons la moitié de la population qui travaille à Mont-de-Marsan, il faut qu'on réfléchisse avec Mont-de-Marsan aux questions de transport, aux questions de crèches, de garderies, pour toutes nos familles qui travaillent, qui ont l'obligation de laisser des enfants, et ainsi de suite. La deuxième objectif, donc ça c'est le premier, celui de créer des services nouveaux ou améliorer à la population sur des vrais bassins de vie. Et le deuxième, c'est d'organiser notre action publique à une échelle plus grande qui nous permette de faire des économies d'échelle. Et à mon sens, de passer de 11 000 à 25 000 ne nous permet pas de faire de vraies économies d'échelle. La vraie économie d'échelle, c'est si on arrive à basculer à autour de 50 000 habitants. Et si nous devons donc fusionner vers le sud et fusionner les territoires ruraux, ne nous limitons pas à Agelmo, Saint-Sevé et Tursan. Il faut y rajouter R et Grenade, et faire un peu comme ce que fait la MAX, avoir une entité qui représente la moitié du Côte, et qui serait un territoire de 45 000 habitants, à la fois qui a l'habitude de travailler ensemble pour le moment, et qui est confronté à un réseau rural avec des villes moyennes, qui partagent au fond les mêmes des problématiques communes. Et donc, ce dont j'ai peur, c'est que nous voulions, en allant aller trop vite, prendre des options qui entravent l'avenir. Et je pense que dans la grande région, nous aurons besoin d'avoir des territoires suffisamment grands et suffisamment forts. Je crois que l'agglomération nantoise aujourd'hui est trop petite pour exister à l'échelon de la région, que Villeneuve, Grenade et Saint-Sevé sont des territoires qui vivent dans l'aire urbaine de Mont-de-Marsan, et ça ferait une agglomération de 80 000 habitants qui serait l'équivalent de Agen ou Niort, et qui donc pourrait exister. Et si c'est une option rurale du Sud devait être retenue, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin que simplement les 3 cantons. En tout état de cause, l'obligation légale qui est faite à Tursan de devoir fusionner ne doit pas nous amener à des entraves, mais surtout pas entraver l'avenir. Donc ma demande que je réitère aujourd'hui, c'est que lundi prochain, nous puissions faire un groupe de travail qui ne se limite pas à la fusion que vous nous proposez, qui puisse être ouvert aux autres opportunités qui s'offrent à nous. J'espère que cette proposition qui me semble de bon sens sera retenue, Madame le Préfet.
sur ce point, c'est vrai que c'est compliqué parce que je suis convaincu, enfin on ne va pas non plus bouger en permanence, que impossible que dans un avenir de moyen terme ou de long terme, il y ait encore en effet des exercices d'aménagement de l'intercommunalité. Mais bon, je pense que cet exercice, on ne va pas non plus le renouveler tous les ans. Et que aujourd'hui, la difficulté de ne pas relier effectivement le Tursan à des communautés de communes comme Saint-Agetmo et du Cap de Gascogne, c'est que on la laisse seule, cette communauté de communes, et que effectivement ce schéma permet au moins, encore une fois, d'avoir en effet une version d'une ruralité du sud des Landes qui d'ailleurs n'opère pas un avenir où effectivement ça pourrait s'agrandir. Très honnêtement, peut-être qu'un jour les communautés de communes, moi d'ailleurs c'est ce que j'avais proposé en Ariège, ça sera 4 ou 5 communautés de communes. Parce que là, vous parlez d'un petit rapprochement entre Marsan, Grenade, Villeneuve, mais ça n'est pas forcément suffisant. Il me semble que si un jour, mais nul ne le sait, nous n'avons plus de département, pour l'instant ce n'est pas le cas, il est évident que ce n'est pas 20 communautés de communes qu'il faudra dans ce territoire, mais beaucoup moins. Soit on a effectivement une structure telle que le département qui assure quand même une certaine stratégie et cohérence sur le territoire des Landes, soit effectivement on doit avoir des intercommunalités beaucoup plus puissantes que effectivement simplement rapprocher le Marsan de Saint-Sevé ou du pays de Grenade. Ce jour-là, il faudra vraiment, en effet, peut-être jamais, mais réfléchir à un territoire qui ne devrait pas comporter 4 ou 5 communautés de communes, voire d'agglos. Donc, moi, il me semble que c'est vrai, c'est pas un schéma ambitieux, mais il y avait déjà quand même un gros travail qui avait été réalisé dans le passé. J'ai proposé effectivement des rapprochements qui permettent d'arriver à des tailles qui me paraissent critiques et qui ne laissent pas sur le bord du chemin certaines communautés de communes. Parce que si effectivement certaines se rapprochent du Grand Axe, certaines se rapprochent du Mont-de-Marsan ou du littoral, qu'est-ce qu'on fait de ces territoires plus pauvres, moins peuplés, qui vont se retrouver seuls? Donc soit effectivement on arrive à avoir des grandes communautés, c'est certainement pas l'objet de l'exercice compte tenu des délais dans lesquels on travaille et puis de ce que finalement les seuils nous demandent de mettre en place, mais là il s'agit effectivement d'avoir une répartition je dirais équitable des richesses, parce que ce que nous dit aussi la loi, c'est qu'il faut, on l'a dit d'ailleurs vendredi dernier, il faut aussi qu'il y ait des solidarités financières qui se mettent en place. Bonsoir, madame le préfet. Je pense qu'il y a quelques informations qui sont nécessaires pour ce soir, pour la bonne compréhension du sujet, puisque vous n'en avez pas parlé. Avec votre permission, je vais faire quelques précisions. En tant que conseiller départemental, donc, j'ai assisté à vos côtés à une réunion avec l'ensemble des maires de la communauté de communes du Tursan. Il
faut bien savoir que, et je vous en remercie, vous avez surtout, avant tout, respecté la volonté des élus qui sont contraints de par la loi de fusionner leur territoire. Alors, je pense que la plus élémentaire des politesses, c'est au moins de les écouter et d'essayer d'accéder à leurs demandes. C'est ce que vous avez fait, puisque, je me permets de parler à votre place, les élus du Tursan ont exprimé à l'unanimité, et je pense que je parle sous votre contrôle, la volonté, premièrement, de ne pas se séparer, deuxièmement, de ne pas aller avec Air sur la dos, et troisièmement, si il y a obligation de fusionner, d'aller avec AGETMO, mais également s'instaurer. C'est ce qui est ressorti à l'unanimité des discussions évoquées lors des rencontres avec l'ensemble des maires du Tursan. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je ne vais pas commencer à faire des querelles de chiffres, à savoir si 50 000 habitants, c'est pertinent ou pas. Moi, je n'ai pas la prétention de savoir si un territoire a une pertinence ou pas par rapport à un poids démographique, à une taille géographique. Moi, je constate une chose, c'est que nous avons un canton Chalosse-Tursan qui regroupe 3 EPCI, et quoi qu'on en dise, nous avons une histoire, nous avons une culture, nous avons une certaine cohérence territoriale, et surtout, l'esprit communautaire qui anime ce territoire est absolument remarquable. Nous avons pu constater que le Tursan, bien que n'ayant pas beaucoup de moyens financiers, savait faire du travail et du bon travail. Aujourd'hui, on a pu le voir, le Tursan est peu ou prou en matière d'exercice de compétences, en matière d'esprit communautaire qui l'anime, est à peu près identique à ce qui se passe au niveau du Cap de Gascogne. Alors je ne me prononcerai pas sur la communauté de communes d'Agetmau, mais aujourd'hui, on sait que ces deux territoires, que sont le Tursan et le Cap de Gascogne, ont une certaine cohérence. Je le répète, dans l'esprit communautaire qui l'anime. Imaginez un seul instant qu'on puisse réfléchir à une fusion avec d'autres territoires. Moi, je rappelle que la proposition qui est faite, elle est faite uniquement dans le cas où on accède à la demande du Tursan. Il faut rappeler que nous ne sommes pas obligés de fusionner, que ce soit avec Grenade, Mugron ou Mont-de-Marsan. Ça, il faut le rappeler. Après, j'entends autour de cette table que plus on est gros, mieux c'est. Excusez-moi, mais l'agglomération du Marsan, en matière de gestion publique, en matière d'exercice de compétences communautaires, n'a aucune leçon à donner au Cap de Gascogne, puisque nous sommes, tout comme le Tursan, un territoire autrement plus intégré en matière d'exercice de compétences communautaires. Aujourd'hui, je veux bien entendre l'idée qu'on puisse réfléchir à une éventuelle fusion avec nos voisins, mais je pense que, naturellement, nous pourrons constater, nous, élus communautaires, qu'effectivement, si fusion il peut y avoir, elle se fera vers le sud et pas vers ceux qui, spontanément, pourraient apparaître comme des sauveurs ou des collectivités qui pourraient nous permettre d'exister, notamment aux yeux de la région, puisque j'entends que la taille de la région ayant augmenté, il faudrait mécaniquement augmenter la taille des EPCI, et pourquoi pas des communes. La loi le permet avec les communes nouvelles. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand vous sollicitez les aides, les interventions, que ce soit du département, ou de la région Aquitaine, ou de la future région qui fusionne les 3 anciennes régions, que sont Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, il n'y a jamais, dans les règlements d'intervention, des critères démographiques. Si votre dossier est éligible à une subvention de la région, que vous ayez 3 000 habitants, 50 000 ou 100 000, votre dossier de subvention sera traité de la même manière et vous aurez les mêmes égards. Donc, laissez croire à la population et aux élus que parce qu'on serait un territoire de 25 000 habitants, donc non pertinent au plan démographique, rural, donc non pertinent puisque le salut viendrait uniquement des grosses agglomérations urbaines. Proposer, prétendre, affirmer ce genre de choses, c'est dire des mensonges ou des inepties. Aujourd'hui, 25 000 habitants, 3 EPCI, la proposition que vous nous avez faite, et je le répète, a le mérite de respecter, et ça c'est important parce que la démocratie locale c'est aussi ça, vous respectez un choix certes contraint des élus du Tursan. Je pense qu'il nous faut accepter cette opportunité. Nous sommes d'accord, le sens de l'histoire va effectivement sur des territoires communautaires beaucoup vastes, je ne le dis pas. C'est une belle opportunité que nous devons saisir, et moi je vous remercie d'avoir fait cette proposition dans le cadre du schéma. Et dernier point, car là aussi ça a son importance, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on exerce un mandat communautaire, lorsqu'on s'intègre dans une communauté de communes pour mutualiser des services, avoir des objectifs communs, une chose fondamentale, c'est le respect de la démocratie locale. Or, et ça je le regrette dans ce qui est proposé dans la loi, et ça existe déjà dans le Code général des collectivités
collectivité territoriale, quand une communauté de communes rurales fusionne avec une communauté de communes urbaine, malheureusement, la représentativité des communes rurales est bafouée. Car vous avez là le critère démographique qui se surimpose à vous. Une fusion avec la communauté d'agglomération du Marsan, c'est avoir les communes du canton du Cap de Gascogne être représentées de manière marginale dans une assemblée où tout sera décidé par les centres urbains. Ce qui ne sera pas le cas si vous faites une démarche de fusion avec d'autres communautés de communes rurales comme la nôtre, où là, la démocratie locale sera respectée, parce que contrairement à une fusion avec une agglomération urbaine, une seule ville ou deux villes ne peuvent pas décider pour 50 communes. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier dans la démarche. C'est une démarche politique de respect de la démocratie locale. La représentativité des petites communes passe chez nous, selon moi, par une fusion avec des EPCI qui nous correspondent, à savoir le Tursan et la communauté de communes d'Agetmont. J'ai noté que M. Martinez parlait beaucoup de démocratie locale, mais moi je m'interroge un peu quand même parce que la démocratie locale consiste à faire les choses entre le Tursan, la préfecture et le département sans un avertissement des autres. Je n'appelle pas ça de la démocratie locale. C'est peut-être la démocratie locale qui plaît à M. Martinez. Mais je voudrais juste préciser une erreur, mais je ne peux pas tout connaître. À la région, pour le dispositif pour le tourisme, nous n'avons été éligibles à une aide que nous avons demandée que par une collaboration avec l'Office de tourisme du Marsan, qui avait des niveaux de qualification que tous les autres territoires ruraux avoisinants n'avaient pas. Je pourrais rebondir sur votre question. Qui revient aussi à la taille critique et qui revient donc aux moyens de propre des tailles critiques. De la même manière, quand Mont de Marsan décide d'implanter une zone d'activité commerciale à un endroit, ça impacte naturellement notre territoire. De la même manière, nous avons des bases frigorifiques et des activités qui sont totalement impactées par les problèmes de transport du Marsan. Que le veuille ou non, nous sommes dans un territoire, un bassin de vie commun. Ne pas être autour de la table, c'est subir les décisions qui sont prises dans un organe où nous ne participons pas. À mon sens, y être au milieu, c'est pouvoir influer sur la prise de décision qui concerne notre bassin de vie, donc la vie du quotidien de nos habitants. Et je partage l'avis de Claire. Je trouve que le choix de nous imposer une seule proposition où il est basé sur différentes options ne donne pas l'impression d'une association des élus à votre démarche dans la démocratie. Écoutez, je crois que j'ai dit l'essentiel. On part sur ce pré-projet de schéma, on travaille ensemble à partir de lundi, et puis on verra ce que donne ce travail. De toute façon, ça sera effectivement à moi de trancher. J'ai essayé de faire des propositions sur lesquelles effectivement on pouvait revenir. C'est vrai que j'ai peut-être regardé plus le sujet avec les communautés de communes qui étaient concernées, mais il a fallu effectivement que, je crois que parfois ça arrange aussi les élus qu'on prenne des décisions à leur place, soit sur la communauté, sur la communauté de communes du canton de Pissos, les élus ne savent pas. Ils ont besoin du conseil, finalement, des services de l'État pour savoir s'ils doivent aller à l'ouest ou à l'est du département. Je pense que de toute façon, ce schéma, si on n'avait pas la loi, avec les pouvoirs qu'ils ont donnés là en l'occurrence au préfet pour arbitrer au niveau du compte, je ne suis pas sûr qu'on arriverait à faire avancer aussi vite la coopération intercommunale. Aujourd'hui,
au-delà de l'intérêt effectivement de travailler plus nombreux sur des projets d'intérêt communautaire, il y a aussi l'aspect économique, d'économie que le gouvernement a souhaité mettre en place en organisant cette réforme territoriale. Elle est à la fois basée sur l'idée d'améliorer en effet le service rendu aux citoyens, mais elle est aussi basée sur le fait qu'effectivement nous devons collectivement, État, collectivité, faire des économies. Et c'est vrai qu'en termes de fonctionnement, de services administratifs, d'expertise, on multiplie forcément la masse salariale lorsqu'on a des communautés de communes nombreuses. C'est une évidence parce que vous avez tous, c'est normal, quand on voit la difficulté des réglementations, vous avez tous besoin d'avoir un staff dans vos communautés de communes. La fusion, ça permet quand même de réduire le staff qui est multiplié par 3, au fil bien évidemment, parce que dans la fonction publique, on ne licencie pas, mais au fil des départs à la retraite, au fil de redéploiement dans d'autres collectivités. Bref, l'exercice est aussi un exercice d'économie qui nous est demandé. Je crois que s'il n'y a plus de questions, Monsieur le Président, je vais peut-être vous laisser débattre et passer à votre ordre du jour sur les projets de la communauté. Je ne vais pas en faire exactement au départ. Donc moi ce que je retiens, c'est que c'est une hypothèse de travail. Il est urgent que nous y réfléchissions, que nous en mesurions les avantages, les inconvénients, la faisabilité, je dirais, tout simplement. Et puis que nous puissions prendre une décision éclairée au vu d'un travail qui s'annoncera dès lundi. En termes de consultation, si vous permettez une dernière remarque, que je pense qu'on n'abusera pas davantage de votre temps. Et je me fais un regret, c'est que le calendrier soit tellement contraint que mécaniquement, il n'est pas possible de consulter la population. Et à mon avis, on a affaire avec ce type de sujet une importance qui aurait mérité que le législateur accorde, non pas des années, mais les quelques mois supplémentaires au déroulé qui auraient permis de consulter nos concitoyens, car après tout, indépendamment de nos analyses respectives, je pense que c'est pour eux que nous travaillons et il ne faudrait pas l'oublier. Je vous remercie encore une fois.